Bonsoir à tous et bienvenue dans l'entretien du jour. Aujourd'hui, nous allons parler de la République démocratique du Congo. La lutte contre la corruption en RDC est-elle un mal endémique ou une fatalité pour le pays? Et pour cela, nous accueillons Jean-Jacques Lumumba. Bonsoir. Bonsoir Madame Dalini. Vous êtes lanceur d'alerte congolais, donc vous luttez contre la corruption en RDC. En 2016, après avoir révélé un vaste scandale de corruption impliquant les proches de Joseph Kabila, vous êtes donc exilé en France. Et aujourd'hui, après 8 ans, vous êtes retourné à Kinshasa pour une conférence sur la transparence et la lutte contre la corruption. Aujourd'hui, qu'en est-il de la lutte anticorruption en RDC? Est-ce qu'elle a évolué? Vous savez, la lutte contre la corruption en RDC est une lutte difficile parce que la RDC est un pays tel qu'il est, un pays en crise et avec beaucoup de difficultés. Je peux dire que l'évolution est mitigée, même si j'ai signalé quelques effets positifs de la lutte contre la corruption en RDC, mais la corruption a encore ses beaux jours parce que les scandales ne cessent de s'enchaîner. Mais comme je l'ai dit en étant sur place et même avant d'aller, il y a des choses qui ont évolué positivement, mais tout n'est pas vert, il faut le dire, il faut le reconnaître. Avec l'avènement du président Tshisekedi, il y a eu une institution qui a été mise en avant, qui est l'inspection générale des finances avec M. Jules Alinguete. Mais vous savez, la lutte contre la corruption est menée des mains des maîtres dans un pays qui fonctionne normalement par la justice. Et jusqu'à aujourd'hui, la justice continue à faire défaut en RDC. Et quand j'y étais, il y avait même les états généraux de la justice. Et malheureusement, il n'y a pas de loi de protection de lanceurs d'alerte en RDC, il n'y a pas de vraie protection pour des personnes qui luttent contre la corruption. Et malheureusement, ceux qui luttent contre la corruption, à cause de l'absence de plusieurs leviers de justice, plusieurs arrivent à s'échapper parce que malheureusement, c'est compliqué de les attraper. On peut noter des évolutions, mais on est très loin d'avoir atteint l'objectif de sérieusement lutter contre la corruption en RDC. Vous êtes donc, venu lorsqu'il y a eu les états généraux de la justice. Est-ce que sous le régime de Félix-Antoine Tshisekedi, y a-t-il eu quand même une évolution? Vous avez trouvé un peu des différences? Je crois que l'évolution, comme je l'ai noté et signalé dans plusieurs de mes interventions, ça reste l'inspection générale des finances. Parce que vous savez, à l'époque de Joseph Kabila, on n'avait même pas le droit de dire que les choses n'allaient pas. On n'avait pas le droit de condamner la corruption au risque de se faire réprimer, emprisonner ou même assassiner. Mais on note quelques petites évolutions, mais c'est vrai que dénoncer, enquêter sur la corruption ne suffit pas. L'inspection générale des finances fait son travail comme elle le peut, mais ce travail ne pourra jamais être accompli s'il n'y a pas de justice efficace derrière qui suit et qui arrête les personnes corrompues. Parce que malheureusement, la corruption détruit le tissu économique d'une nation, détruit l'avenir d'une nation et ça, on est loin d'avoir atteint l'objectif. Et qu'est-ce qui en est sorti de cette conférence à laquelle vous avez assisté donc à Kinshasa en novembre? Je crois qu'il y a eu une cinquantaine de députés nationaux qui ont participé. Certains ont pris l'engagement de mener des mains des maîtres la rédaction de la loi sur la protection des lanceurs d'alerte, de la loi sur la transparence en RDC et de pouvoir, pourquoi pas, l'associer à la loi sur la protection des activistes de droits de l'homme qui a déjà vu le jour. Mais il y a des réflexions qui sont en train d'être menées des échanges qui sont ressortis des députés nationaux, des représentants du peuple. On note quand même quelques difficultés parce que pour beaucoup, ils se sont prononcés, mais dans les faits, on sent que c'est encore assez lourd. Et on espère qu'avec tout ce qui se passe en RDC actuellement, ils auront le temps d'avancer avec la loi sur la protection des lanceurs d'alerte, d'avancer avec la loi sur la transparence et pourquoi pas à terme mettre en place un parquet financier et outiller sérieusement la justice congolaise pour pouvoir lutter contre la corruption parce que c'est bien d'avoir ou de faire des déclarations, c'est bien d'avoir des intentions, mais le plus important pour pouvoir arriver au but de celui d'endiguer la corruption, c'est d'avoir des instruments nécessaires et efficaces pour pouvoir sérieusement aider ce pays à avancer. Et vous trouvez que votre retour va peut-être inspirer d'autres lanceurs d'alerte à pouvoir retourner à Kinshasa? Je pense que ça peut inspirer certaines personnes à avoir le courage de retourner à Kinshasa, mais j'avoue que les choses ne sont pas faciles. C'est le moment un peu? Vous trouvez que c'est le moment de retourner? Le moment est très difficile et moi j'ai estimé que c'est en ce moment très difficile, vous savez ce que
traverse notre pays avec l'agression rwandaise à l'est du pays, c'est le moment d'aller vraiment aider ce pays. C'est un moment fatidique. Le Congo est à la croisée des chemins. Les politiciens se battent, mais ce pays ou ce peuple, l'avenir de ce pays ne dépend pas que des hommes politiques, ça dépend de tout Congolais. Et en me considérant comme dans ce tout congolais, je pense que c'était le moment et c'est le moment de mettre ces énergies ou de mettre les énergies ensemble pour aller aider ce pays. C'est un moment difficile, c'est un choix très difficile de rentrer en RDC en ce moment, mais il faut le faire parce que le pays en a besoin et le pays a besoin de nous tous. Et est-ce que vous avez des retours d'autres lanceurs d'alerte congolais avec qui vous êtes en contact qui encore hésitent? Je pense que c'est normal qu'ils puissent hésiter parce que peut-être que pour certains, ne bénéficient pas de toute la couverture médiatique dont j'ai eu à bénéficier. Mais et le soutien aussi. Le soutien que j'ai eu, par exemple, de la plateforme de protection de lanceurs d'alerte en Afrique, la PLAF, le maître Henri Tuliez ou William Bourdon. Mais je crois que c'est le moment, mais c'est un choix personnel. On ne peut pas inciter quelqu'un qui vit en exil et qui a fui pour des raisons. Je peux donner le cas de mes compatriotes Grady et Navi qui sont condamnés à mort. Leur retour aujourd'hui en RDC appellera à la condamnation à mort ou à l'application de cette mesure. Donc je pense qu'ils décideront au moment opportun et quand la justice congolaise prendra en main leur dossier, et là j'en appelle aussi à la clémence des autorités congolaises et surtout à celui du chef de l'État, de pouvoir prendre ces cas à bras le corps et de pouvoir, pourquoi pas, annuler cette condamnation ignoble parce qu'on ne peut pas condamner à mort des gens qui ont dénoncé la corruption. Et donc quand cela sera beaucoup plus clair et propice pour eux, je crois qu'ils retourneront au pays parce que plusieurs personnes et plusieurs Congolais qui ont fui ce pays à cause de la corruption ont envie de retourner et d'aider le pays. Ce n'est pas ce qui manque, mais il faut que les conditions soient réunies. Et si les conditions sont réunies, les gens sont prêts à retourner. Mais selon vous, est-ce que la corruption en RDC est-elle une fatalité? Il faut vivre avec. On ne peut pas la combattre. Ce n'est pas une fatalité. Moi, je suis de ceux qui ne veulent pas voir le verre à moitié plein ou à moitié vide. Je veux rester très positif. C'est une lutte très difficile. Peut-être que moi et ma génération ne verra peut-être pas le bout du tunnel, mais il faut le faire parce qu'en le faisant, on le fait pour nos enfants, on le fait pour les générations futures. Il ne faudrait vraiment pas baisser les bras et se dire que ça ne s'arrêtera pas. Je crois qu'à un moment donné, si la justice s'y implique, si la rémunération s'y implique, si la réduction du train de vie de l'État et les sanctions tant positives que négatives arrivent, je crois qu'on commencera à avancer vers la bonne direction. Mais je crois qu'il ne faut pas se fatiguer. Le chemin est long, il est difficile, mais ce n'est pas impossible. Mais qu'en pensez-vous donc de ceux qui disent que vraiment c'est une fatalité et qu'il faudrait pourquoi pas trouver un système autour de ça pour pouvoir un peu connecter, relier, faire un système pour combattre, enfin pas forcément combattre, mais pour vivre avec en tout cas? On ne peut pas vivre avec la corruption parce que vous savez, ça pénalise énormément de gens. Il y a des faits qui font en sorte que cette corruption puisse être endémique et quotidienne. Pourquoi? Les gens ne sont pas bien payés déjà. Et quand quelqu'un n'est pas suffisamment payé, une personne ne sait pas nouer les deux bouts du mois. Et quand il n'y a pas de contrôle efficace à côté, on ne sait pas contrôler les gens et leur dire ne trempez pas dans la corruption parce que c'est un moyen pour eux de vivre. Mais je crois qu'il y a des mesures qui doivent être prises par les autorités pour pouvoir endiguer cela. Quelqu'un qui est sous-payé, qui est mal payé, est enclin à vivre dans la corruption. Mais il n'y a pas que de la petite corruption, parce qu'aujourd'hui, ce qui tue le Congo, c'est de la grande corruption. C'est la corruption des autorités, c'est de la corruption des hommes puissants. C'est aussi et surtout cette corruption qu'il faut combattre et non s'attaquer premièrement à la corruption des petits, parce que l'exemple ne vient pas d'en bas. L'exemple vient d'en haut. On a cité tant d'autres dossiers, même à l'époque du président Tshisekedi, dossier forage, lampadaire, Chile Gelou, 100 jours. Tous ces dossiers sont des dossiers où on sent qu'il y a la main des puissants derrière. Mais il faudrait que ces gens-là qui sont tentés de voler de l'argent ou tentés d'être corrompus ou de corrompre avec l'argent public soient sérieusement réprimés. Et si ces personnes-là sont réprimées, ça donnera un ton à tous ceux qui sont en bas et à toute la société. Il faut que les gens aient peur de voler l'argent de l'État. Il faut que les gens aient peur de détourner les deniers publics. Et cela en mettant aussi de l'autre côté en place des structures nécessaires, des salaires adéquats, des cadres adéquats pour que les gens soient bien payés et emmener et pousser les gens à respecter la loi. Et cela va sérieusement endiguer la corruption. Ce n'est pas impossible, mais il suffit juste d'un peu de volonté et politique et de volonté à beaucoup de niveaux pour que cela soit possible. Et au niveau de l'économie congolaise, comment cela se répercute, les pertes
de cette corruption? La corruption dans les pertes au niveau de l'économie, vous savez, pour qu'une économie puisse vivre, il y a un budget de l'État qui est fait. Il y a la collecte du budget, la collecte des recettes. Cela est fait peut-être au niveau des régies financières. Si tout n'est pas déclaré correctement, si ceux qui exportent des minerais ou qui font des affaires avec le Congo, qui doivent envoyer de l'argent à l'extérieur et que cet argent, deux fois, n'est pas rapatrié correctement, et que dans la fiscalité, il y a des moyens qui nous échappent à cause de la corruption parce que derrière, ils ont des relations avec des autorités et cela ne permet pas à ce que les caisses de l'État soient renflouées. Cette économie de prédation prive le Congo des ressources. Et de l'autre côté, même s'il y a des ressources, si la répartition n'est pas bien faite, si tout le budget est concentré à l'entretien du train de vie de l'État, donc à plus de 50-60%, c'est pour rémunérer les institutions étatiques et publiques, malheureusement, il n'y aura pas d'investissement. Les gens seront de plus en plus pauvres, les gens ne pourront pas vivre à leur faim et nouer les deux bouts du mois et ce système va continuer et ça va pérenniser la pauvreté. Donc la corruption a pour effet négatif la pérennisation de la pauvreté et la privation à l'État des moyens nécessaires pour continuer à se développer. Et donc il faut une efficience dans la gestion du budget de l'État, il faut bien capter les ressources parce que cette absence de collecte de suffisamment de fonds, aujourd'hui le budget sur fonds propres est estimé à près de 12 milliards, il était estimé il y a 6-7 ans à 3-4 milliards, aujourd'hui il y a eu une avancée, c'est vrai, mais il faudrait que ces ressources soient suffisamment utilisées. Et de l'autre côté, il ne faut pas oublier qu'il y a la guerre et malheureusement, avec la guerre, on est obligé de renflouer le budget de la défense et cela empêche aussi à certains investissements de se faire. Mais cela ne dit pas que le Congo ne peut pas se développer malgré le fait qu'il y ait la guerre. Il suffit et il faut que les autorités politiques puissent se concentrer sur l'essentiel. En se concentrant sur l'essentiel, il faut vraiment voir et viser à ce que les investissements soient sérieusement financés par le budget. Et de l'autre côté, la corruption empêche la réalisation de tout ce bon fonctionnement et donc c'est un mal et un fléau qu'il faut combattre avec beaucoup d'énergie. Et quelles réformes concrètes on peut appliquer? Là en ce moment, il y a beaucoup, l'actualité se retourne sur la constitution en RDC. Vous pensez que ça pourrait y jouer? Je pense qu'aujourd'hui, le plus important, c'est de pouvoir mettre nos cerveaux en marche, réfléchir sur ce qu'on peut faire sur le Congo. Aujourd'hui, dans le suivi, par exemple, du budget de l'État, dans le suivi des paiements, il faudrait de plus en plus informatiser les choses, bancariser les choses, empêcher à ce qu'il y ait de plus en plus d'intervention humaine. Parce que c'est quand il y a plus d'intervention humaine, par exemple, dans le paiement des DTU, de la dette intérieure, de la dette publique, c'est là qu'intervient des intentions ou des faits de la propension à être corrompu, à corrompre. Parce que les gens se disent que pour que je sois payé, il faudrait que je motive telle personne, il faudrait exiger une commission ou quoi que ce soit. Ça, c'est des faits qui nous empêchent sérieusement de mieux gérer nos finances publiques. Je crois que si on informatise de plus en plus et on digitalise de plus en plus la gestion de nos finances publiques, il y a plusieurs logiciels, il y a plusieurs projets dans lesquels on peut s'investir. Cela permettra à ce que les choses soient gérées avec beaucoup plus de clarté, beaucoup plus d'efficience. Je crois que ce genre de projet et aussi, pourquoi pas, dans les réformes, par exemple, des entreprises publiques, avoir de plus en plus des technocrates dans la gestion des entreprises publiques, avoir de plus en plus des fils maison de ces entreprises publiques qui ont de l'expérience pour pouvoir les gérer et non faire de la récompense aux hommes politiques, parce que ça aussi, dans la réforme peut-être de la gestion des entreprises publiques, empêche à ce que les entreprises publiques soient de plus en plus rentables, parce que si vous voyez ce qui se passe en RDC, plus de la moitié des entreprises publiques en RDC ont un résultat négatif. Et si les entreprises qui sont censées créer de la richesse, promouvoir la bonne marche de l'État sont déficitaires, je ne vois pas comment est-ce que ces entreprises publiques contribueront à la relance de l'économie nationale. Toutes ces choses sont des choses sur lesquelles il faut réfléchir. Il faut de moins en moins politiser la gestion de la chose publique et permettre à ce que le Congo et l'économie congolaise puissent arriver ou se développer. Et de l'autre côté, avoir une bonne gestion d'aide et d'appui aux PME, parce que ceux qui développent l'État en réalité, ce sont les PME. Et aujourd'hui, on a des entreprises comme l'ANADEC, l'ex-OPEC, on a l'RCSP, il y a le FOGEC. Toutes ces entreprises de ces structures-là doivent être sérieusement soutenues parce qu'il faut soutenir les entrepreneurs. Ce n'est pas l'État de façon directe qui crée des emplois. L'État peut créer des emplois, mais c'est plus les entreprises privées, les PME, qui sont censées créer de l'emploi à tous les niveaux. Et cela,
c'est des réformes à mettre en place, c'est des mesures à appliquer pour permettre à ce que l'État puisse avoir suffisamment de capacité d'emmener le plus de monde possible à l'emploi, parce que c'est en réalité la création d'emplois qui va créer la vraie richesse en RDC et permettre à ce pays de se développer. Parce que plus il y aura de l'emploi, plus l'État pourra avoir des moyens et des gens qui peuvent contribuer. Ça augmentera l'assiette des contribuables et ça augmentera naturellement le budget national. Et comme vous l'avez dit, vous êtes venu donc en France pendant 8 ans. Quel est le rôle un peu de la diaspora à ce moment-là? Est-ce qu'elle peut aussi participer dans cette lutte? Je crois que la diaspora doit d'abord, et ça fait partie des discussions que j'ai eues avec plusieurs personnes, et ça fait partie de mon combat personnel, il faut impliquer la diaspora dans la gestion de la chose publique. Moi, je crois que parmi les réformes qu'il faut emmener dans ce pays, c'est pourquoi pas avoir accès à la double nationalité. Il faudrait que les Congolais qui ont évolué dans la diaspora, qui ont des nationalités étrangères, puissent se sentir aussi congolais et capables de s'investir sur des questions d'intérêt national. Les pays frères, le Maroc, Ouais. Le Sénégal, plusieurs pays l'ont fait. Ils impliquent leur diaspora dans la gestion de leur pays parce que la diaspora est une richesse pour un pays. Pour un pays comme la RDC, elle a besoin de sa diaspora. Du moment où le tissu économique de ce pays est détruit à ce niveau, on a besoin d'autres ressources, d'autres intelligences qui viennent d'ailleurs, de la bonne diaspora, et ça j'insiste, qui viennent pour pouvoir changer et développer les choses. Et il faut les impliquer. Il faut les intéresser, il faut ouvrir la double nationalité. Ça ouvre en sorte la question de pouvoir demain avoir des députés qui viendront de la diaspora, qui porteront des projets d'intérêt national venant de la diaspora. Et ça permettra à ce que le débat autour de la diaspora et de la contribution de la diaspora puisse se renforcer d'un point de vue politique et d'un point de vue efficace. Alors, on va bientôt arriver vers la fin de l'émission. Il y a un autre sujet d'actualité qui a bouleversé donc la République démocratique du Congo. C'est l'acte de vandalisme du mausolée de Patrice Emery Lumumba, un héros de l'indépendance congolaise, dont vous êtes aussi en famille. Vous êtes le petit-neveu donc de Patrice Emery Lumumba. Comment l'avez-vous vécu, cet affront, cette provocation, cette profanation de ce mausolée? Naturellement, je l'ai très mal reçu et en famille, nous l'avons très très mal reçu parce que c'est comme un deuil qui se refait une nouvelle fois. Voir ce héros ou les lieux de sa dernière demeure profanés, ce n'est pas des actes à encourager et ça c'est triste pour le pays. Heureusement encore que sa relique n'avait pas été sur les lieux et heureusement qu'elle est protégée dans un lieu tenu encore secret pour le moment. Cela parce qu'il y a eu des déficits sécuritaires sur place que la famille et la fondation Lumumba ont remonté à plusieurs mois, mais ça n'a pas et jamais été suivi. Et je pense que les enquêtes qui se poursuivent aboutiront à quelque chose de crédible. Des personnes ont été arrêtées et la justice devra faire son travail parce que la tombe de Lumumba mérite aussi respect autant que sa mémoire. Et donc, ça a été un moment difficile, très compliqué parce que c'était un matin où je me réveillais et les messages tombaient sur mon téléphone et ça n'a pas été du tout facile de voir ces images et c'est un acte inacceptable. On a reçu Jean-Paul Cassende, l'ancien chargé des relations publiques à la CENI, qui a révélé que sur notre plateau, il y avait d'autres reliques de Lumumba. Je vous propose de voir un extrait de son intervention. À page 128, une chose encore, on a raconté dès le 9 février à Bakwanga, qui, arrivant le 18 janvier dans la capitale du Sud, Kasaï, est retourné à Léopoldville. Les commissaires généraux qui avaient servi d'escorte aux 3 prisonniers remirent à Albert Kalonji en guise de trophée un morceau d'oreille, un morceau de cuir chevelu et une paire de lunettes, les tout appartenant à Lumumba. Jaspar accompagna Tchombe, s'est plusieurs fois rendu au Sud Kasaï et a parlé plus d'une fois avec le président Kalonji. Mais jamais il n'a vu ses pairs sans conviction. Par contre, certains gens assez crédibles lui ont affirmé les avoir vus, ce qui pourrait prouver que ce fut bien dans l'avion de ces 4 que Lumumba et les autres avaient réussi le premier coup. Madame, ce livre n'a aucune différence avec celui que Ludo de Witt a écrit et qui a déclenché le relique actuel qui a été victime de vandalisme. Est-ce que vous confirmez donc ces révélations-là? Oui, il y a quelques autres des reliques de Lumumba qui ont été gardées à un moment donné, mais vous savez, à peu près plusieurs années, personne n'est en mesure de savoir où est-ce qu'elles se trouvent exactement.
Mais c'est ce qui fait que la famille, depuis longtemps, appelle à la justice et à la déclassification de certains documents pour permettre à ce que l'enquête puisse être réellement menée. Parce que vous savez, aujourd'hui, c'est un secret de polichinelle. Ce sont les États-Unis, la Belgique et quelques leaders congolais de l'époque qui ont été activement impliqués dans l'assassinat de Patrice Emery Lumumba. Et sur ce, il y a plusieurs documents qui refusent de déclassifier. Je ne sais pas pour quelle raison, mais je pense que plus de 60 ans après, ces documents méritent d'être déclassifiés, justice mérite d'être faite, et surtout faite pour la République démocratique du Congo, parce que vous savez, Lumumba a été assassiné comme un Premier ministre en fonction. Et donc, cela mérite réparation surtout pour le Congo, parce que ça a été un très mauvais début, un très mauvais précédent, et on voit les conséquences jusqu'à aujourd'hui dans la gouvernance du Congo, parce que les choses ont commencé par être désarticulées, et cette désarticulation a fait que le Congo se succède et évolue de crise en crise. Et est-ce qu'après avoir vécu tout ce que vous avez vécu durant ces années de lutte, vous croyez toujours à un Congo transparent ? Je crois en un Congo qui va se relever. Le Congo transparent aujourd'hui, il ne faut pas se voiler la face. On n'est pas dans un État qui fonctionne comme on le voudrait, mais le Congo puissant, fort, qui se relèvera demain, je continue à y croire. Je suis sûr et certain que même si je ne le vois pas, ce Congo arrivera un jour. Et où en est-on au niveau de l'inspection générale des finances ? Les institutions judiciaires sont-elles suffisamment indépendantes ? Je pense que l'inspection générale des finances aujourd'hui essaie de relever le défi avec à la tête son inspecteur général, M. Alinguete. Mais malheureusement, quand un dossier finit d'être traité et que cela est envoyé en justice, on n'a pas suffisamment de suite et les gens ne sont pas poursuivis. J'ai été estomaqué quand j'étais à la conférence de voir qu'un représentant du ministère de la Justice dire que très peu de dossiers envoyés pour corruption dans les cours et tribunaux aboutissent à des enquêtes. La plupart sont classés sans suite et c'est un acte, c'est une révélation assez triste de voir autant d'argent quelquefois dilapidé et le fait qu'il y a une absence de suivi derrière. C'est la raison pour laquelle on continue à appeler de tout notre vœu l'existence d'un parquet financier, parce que la réalité c'est quoi? C'est que quand il y a des dossiers de corruption, c'est des dossiers assez complexes et certains des magistrats, des juges ont en l'état actuel peut-être très peu d'appétence ou de compétences pour pouvoir traiter de ce dossier. Il faut une institution, il faut un encadrement, des formations qui permettent à des gens d'enquêter suffisamment sur des dossiers, parce que vous savez, la corruption, c'est un acte assez complexe et compliqué. Ça demande de la collaboration au niveau régional et international, parce que c'est un fait transnational. Quand de l'argent est volé dans un pays, et ce partout dans le monde, ce n'est souvent pas que dans ce pays-là que les choses se terminent, ça va dans d'autres pays et il faudrait que le Congo se dote de suffisamment de moyens pour pouvoir lutter contre la corruption, de suffisamment de compétences, que ce soit des compétences congolaises ou des compétences des gens qui viennent de l'étranger, pour aider à ce que ce pays soit un nid de paix et de justice et ne pas permettre à tous les prédateurs financiers d'où qu'ils viennent de trouver un havre où ils pourront opérer sans être inquiétés. Et pour clôturer cet entretien, est-ce que vous pensez que les enquêtes dont vous parlez, dont celle aussi du Congo Hold Up, aboutiront donc à des condamnations ? Je pense qu'il y a plusieurs enquêtes qui ont été ouvertes dans plusieurs pays, en Belgique, en Afrique du Sud, aux États-Unis partout et autres. Mais on a besoin de la collaboration des autorités congolaises parce que certains coupables continuent à vivre et à œuvrer en paix au Congo. Il n'y a pas que Congo Hold Up, il y a plusieurs faits de corruption, les Panama Papers et les autres. Plusieurs enquêtes dont l'IGF a fait, les rapports de la Banque centrale, les enquêtes sur la dilapidation de l'argent au niveau de la Banque centrale. Tout ça mérite d'être suffisamment suivi, enquêté pour que les coupables soient sanctionnés. Eh bien, merci beaucoup, Jean-Jacques Lumumba, lanceur d'alerte congolais. Eh bien, nous, très chers téléspectateurs, on se retrouve très prochainement pour de prochains entretiens du jour sur Global Africa Télé Sud.